Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Si j'ai lancé Born Podcast, c'est pour vous raconter des histoires, vous faire découvrir des parcours de vie, quels qu'ils soient. Je n'ai pas créé ce podcast sur l'athlète pour juger ni des personnes, ni des actes, ni des décisions de justice. Qui suis-je pour cela ? Personne. En enregistrant cet épisode, j'avais tout à perdre, et Clémence Calvin n'avait rien à gagner. Mais j'avais envie d'entendre la Clémence d'aujourd'hui, et elle a accepté, gentiment. Avant d'allumer les micros, je lui ai quand même demandé s'il y avait des questions à ne pas poser. Elle m'a répondu non, que de toute façon la suspension faisait partie de sa vie. Donc rien n'a été ni coupé ni censuré. J'ai comme particularité dans la vie de préférer aux gens parfaits les gens naturels, avec leurs qualités et leurs défauts. C'est à l'hôtel VIP Grand Lisboa, où sont logés tous les athlètes élites de l'EDP semi-marathon de Lisbonne, que ma copine et moi avons passé un bon moment avec la Clémence d'après 2023. Clémence Calvin 2.0, bonne écoute. Salut Clémence. Salut Pierre. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content de parler avec toi, je voulais vraiment parler de la Clémence actuelle. Tu vois, de la Clémence, si je peux dire, je sais pas si on peut le dire, mais un peu de la seconde chance. Parce que tu vois, et je dis pas ça pour me donner une valeur morale et me mettre au-dessus des autres, mais je pense vraiment que c'est important. Enfin, donner une seconde chance à quelqu'un ou pardonner quelqu'un, je sais pas comment il faut dire dans ton cas, mais c'est quelque chose en lequel je crois profondément. Tu vois, et toi, je suis pas du tout là pour juger ni ce que tu as fait ou pas fait, mais je veux pas le savoir, je m'en fous. Et ce qui m'intéresse, c'est toi aujourd'hui. Bon, du coup, on commence une introduction particulière et à la fois, j'accueille ton ressenti et je te remercie de me le partager honnêtement. Donc, bon, comme tu as dit, on va pas revenir sur ce que chacun pense ou pas de mon affaire. Je pensais pas qu'on allait commencer comme ça l'interview, mais bon, puisque ça fait partie de mon histoire, hein, la suspension fait partie de mon histoire, donc pourquoi pas l'évoquer ici dès le début. Mais bon, voilà. Après ça c'est, comment dire, tu parles de juger ou pas juger. En effet, personne n'est là pour savoir ou pas savoir, juger ou pas juger. Le tribunal populaire, il a été fait. Ah oui, non, mais justement. Mais après, moi, je suis quelqu'un, je suis une athlète, ok. Je suis une femme avant tout. Et en fait, au final, j'ai lu peu de ce qui a été écrit sur moi. Et en tout état de cause, ça visait plus l'athlète que la personne. L'athlète dans tout ce qu'elle représente en termes aussi d'envie éventuellement que ça peut générer, voilà, de l'image de l'athlète, et comment aussi on est content aussi quand ça réussit pas. Donc je me suis assez rapidement détachée de ça. Ouais, t'as l'air en tout cas, ouais. Oui, là tu me vois X années après, mais attends, je vais aller compter, mais 7 ans je pense. Mais enfin, en tout cas, même dans la tourmente, même dans l'épreuve, je me suis toujours sentie debout, alignée. Et qu'est-ce qui t'a motivé après 4 ans à pas courir ? Enfin, t'as peut-être couru d'ailleurs, je sais pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui t'a motivé à revenir à l'athlète ? Donc, la période de suspension, il y a eu le Covid. Déjà, la période de suspension, avant d'être suspendue, j'ai eu un long temps quand même d'attente, puisqu'il y a eu 9 mois de suspension provisoire avant
le jugement définitif. Enfin, le premier jugement même, avant le premier jugement. 9 mois, c'est vraiment énorme, puisque un fonctionnaire, quand il est suspendu de ses fonctions, il y a 3 mois pour lui faire pour lui faire je sais pas comment ça s'appelle. J'ai perdu les mots juridiques depuis toutes ces années, mais bon, voilà, il y a 3 mois normalement. Moi, ils ont attendu 9 mois, donc c'est énorme. Tu sais pourquoi? Je pense, oui, mais Ok. ouais, je pense savoir, bien sûr. Puisque je rappelle quand même que j'avais gagné le premier référé avant le marathon de Paris et que j'ai pu courir le marathon de Paris alors que j'avais reçu une suspension provisoire en début de semaine. Donc Qu'est-ce qui t'a motivé à recourir? Et du coup, donc en fait, au début quand j'étais suspendue, j'avais un fils déjà. J'avais mon fils, il avait 1 an et demi, il avait eu 2 ans. Donc en fait, moi, sportivement parlant, j'avais fait mon objectif, puisque j'avais fait mon marathon. Donc j'étais dans un après-marathon. Un après-marathon de maman qui profite de son fils. Voilà, on allait au zoo, je voyais mes amis. J'avais un rythme, on va dire, ordinaire de quelqu'un qui profite de sa famille. Ensuite, j'ai un petit peu couru. Je me suis maintenue jusqu'au mois d'octobre, novembre, et puis en décembre, on a eu la sanction définitive. En attendant un autre référé pour le mois de janvier. Et puis voilà, on était quand même... Et tu avais accès au stade, tu avais le droit à accéder à des infrastructures? En fait, on a le droit de courir d'une façon générale. Ouais. Après, on n'a pas le droit de s'entraîner avec sur des créneaux de clubs. Enfin, Okay. Avec des entraîneurs fédéraux sur des créneaux de clubs. On n'était pas licenciés, nous. Ouais, mais tu avais le droit d'aller sur une piste Ah oui, publique, tu avais le droit. Ok. En soi... certains n'ont pas le droit, c'est parfois dans les... Tout le monde, toutes les personnes qui... Ça dépend des stades, je pense. Par exemple, peut-être qu'en intérieur, peut-être que dans les pistes fermées, on n'a pas le droit. Mais en tout cas, nous, le stade municipal, il est ouvert à tout le monde. Ok. Tu vois? Ouais. C'est pas sous condition d'être licencié dans un club. Ok. Donc, non. Et bien... Après, en soi, je m'entraînais pas... j'avais pas de plan d'entraînement, tu vois. Je veux dire... la chronologie. Tu m'amènes loin, là, dans la chronologie. En plus, je suis nulle pour les dates et tout, donc... Mais non, en gros, déjà, il y a eu le Covid, de ce que je me rappelle. Donc, voilà, on était tous un peu en suspens. Ensuite, on avait le désir d'avoir un deuxième enfant. Donc, j'ai été enceinte. Donc, pendant le Covid, j'allais à la piscine. Ouais. Je déteste nager, je me suis mise à aimer. Bon, je faisais pas grand-chose, je faisais 1 kilomètre de brasse, mais c'était trop cool. Fallait s'inscrire sur des créneaux. Enfin, voilà, c'était vraiment l'ambiance Covid, quoi. Et puis ensuite, j'ai eu mon enfant en octobre, mon deuxième enfant, en octobre 2020. Je faisais du vélo, un peu d'appartement, du fitness. Je mettais Justin Galis le matin, je faisais 15 minutes de fitness. Enfin, tu vois, c'était vraiment comme ça. Pendant, on va dire, 1 an, ça a été un peu comme ça. Je commençais un peu à m'ennuyer, puisque j'avais 2 enfants en bas âge, mais qui commençaient à grandir. Donc là, je suis partie en formation en ligne de formatrice enseignante, puisque je ne me projetais pas de travailler en tant que psychomotricienne à ce moment-là. Mais par ailleurs, j'arrivais en fin de droit au niveau Pôle emploi. Et en fait, j'avais postulé du coup pour la 3e offre de travail qu'on m'avait proposée. C'était à l'hôpital de jour de Martigues. J'ai postulé, j'ai été prise. Et donc, du coup, j'ai intégré l'hôpital de jour de Martigues avec les enfants autistes. Et ça a été une super expérience. Je suis restée 2 ans. Donc, mon fils avait 1 an. Et j'étais en formation en même temps. Ouais. Donc, tu vois, il faut toujours que j'ai des doubles projets, quoi, des doubles challenges. Et ce que je veux dire, c'est quand tu as été suspendue, tu t'es pas dit, et de toute façon, dans tous les cas, dans 4 ans, je reviendrai, tu savais pas? Non, en fait, si tu veux, depuis le début de ma vie, je me suis jamais dit, rien ne m'a jamais vraiment arrêtée, on va dire, dans le sens où j'étais blessée, j'ai été blessée plusieurs fois, tu vois, je me suis déjà fait des entorses, j'ai déjà eu une synovite tunofibulaire, enfin, tu vois, j'ai déjà eu des arrêts, mais en fait, je me suis jamais dit, ah bah ça y est, c'est la fin. Et je me suis jamais dit non plus, ah bah ça y est, je vais revenir. Je me disais rien. En fait, c'est-à-dire, l'athlétisme, c'est une constance dans ma vie.
Et même, par exemple, le fait d'avoir un enfant, ça a toujours été un projet indépendamment de ma carrière. Alors qu'en 2016, quand on a décidé d'avoir un enfant, c'était peu commun. En pleine carrière, à 26-27 ans, de se projeter d'avoir un enfant et de revenir derrière. En fait, moi, j'ai toujours repris comme j'avais arrêté, c'est-à-dire comme j'avais pas arrêté. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment une partie de moi. En fait, t'aimes ça, quoi, tout simplement, non? Oui, mais avant, j'aimais pas forcément ça. Quand j'étais petite, en fait, moi, j'ai commencé l'athlé parce que j'étais forte, j'étais douée, je gagnais. Et du coup, j'ai continué et petit à petit, je progressais dans le volume d'entraînement, les compétitions, le niveau de compétition, le niveau de performance, mais parce que j'étais forte à la base. Mais c'était pas la passion de courir qui m'animait vraiment. Tu vois, c'était comme être une très bonne élève. J'étais une très bonne élève malgré moi et j'étais une très bonne athlète malgré moi. Et ça m'a conduite à faire plein de belles performances et à avoir un super niveau d'études. Enfin, donc c'était plus ça. Mais après, vraiment, j'ai commencé à trouver du plaisir déjà en 2011, quand j'ai déménagé à Martigues. Que du coup j'ai trouvé une ville ensoleillée dans laquelle du coup j'étais pas en lutte pour aller m'entraîner parce que il faisait pas beau ou froid comme dans mon ancienne région à Clermont-Ferrand. Qui est la mienne, ouais. Jusqu'en 2011, c'était à Clermont? 2010, ouais. Je suis partie en septembre 2010. Ok, parce que là, ouais, c'est vrai que t'as chopé l'accent des Bouches-du-Rhône. Hein, Ah oui, mais en fait, à la fois, toute ma famille, enfin paternelle, est de Menton. Donc j'ai toujours passé toutes mes vacances à Menton. Et je pense qu'il y a cet attachement aussi au sud qui fait que l'accent, il n'est pas que depuis Martigues. Et peut-être qu'il s'est exagéré. J'ai demandé à quelqu'un, Antoine Amiot, qui te coachait au Krebs de Vichy, je crois, sur des stages, des anecdotes sur toi. Il m'en a dit deux. Il m'a dit, la première, une fois, il paraît qu'il avait gagné une petite course locale, qu'il était passé à France 3 et que tu lui avais demandé un autographe jeune. Donc il m'a dit que ça l'avait surpris. Donc je pense que quand même t'aimais l'athlé, t'avais une passion pour ça. Et il m'a dit, une fois, elle a marqué vraiment tout le monde au championnat de France cadet, je crois, à Vichy, de cross. Et il m'a dit, elle a fait une dernière ligne droite chez elle à Vichy. Et là, vraiment, elle a scotché tous les connaisseurs et tout. Il a dit, vraiment, c'était incroyable. Tu te rappelles de tout ça? Alors, moi, je me rappelle qu'on avait beaucoup de respect pour en tant que Poussine, Benjamine, en tant que jeunes athlètes, les petits quoi. On avait beaucoup de respect pour les champions régionaux. Ah ouais. Ouais. Okay. Mais je me souviens encore de leur nom. Hein. Ah ouais. Émilie Geneste à Vichy, c'était la figure emblématique. Et nous, on la regardait avec les yeux, on la regardait comme la championne. Comme c'était une championne de région. Ouais. Oui, on était très respectueux des champions. Et le Hamia, en fait, d'où sont les meilleurs athlètes en fait, de notre région, on les regardait, dont Antoine, c'était l'équipe de le Hamia, tu vois. Et t'as quoi d'autre comme nom, là, tiens, des athlètes régionaux, ça m'intéresse. T'en as qui Jérôme Lepeau, c'était un grand champion. Aujourd'hui, tu vois, c'est le Guillaume Lorton. Avant, c'était Jérôme Lepeau. Okay. Et en plus, il se ressemble un peu physiquement. Il y avait Cyril Merle qui était dans les meilleurs. Badreddin Ziwani. Ouais, ok. Mon entraîneur, ouais. Okay. Tu vois, Émilie Geneste. Après, il y avait les femmes. Il y en avait une autre, mais je me souviens plus comment elle s'appelle. Et c'était beaucoup Émilie qui était la plus forte. Et ces fameux France de cross cadet, tu te rappelles à Vichy? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, donc moi, quand j'ai fait les premiers championnats de France UNSS, j'avais fait 2e, donc j'étais en 4e. La petite, elle s'appelait Elisa Barrault, elle avait gagné. Elle était en 3e. Et l'année d'après, en fait, je gagne les championnats de France UNSS. Donc, à chaque fois que je gagnais, par exemple, je gagnais les départementaux en Poussine, on me disait « Ah, mais tu verras aux régionaux ». Je gagnais les régionaux en Benjamine, on me disait « Ah, mais tu verras aux Inter ». Je gagnais les Inter, on me dira « Oh, tu verras aux France ». Puis bon, finalement, j'ai gagné les France. Et puis, lors de mes premiers UNSS, et on me dit « Ah, ben tu verras au FFA ». Et en fait, je gagne mes premiers France FFA. Il y avait Amy Charéron, à l'époque, c'était une triathlète. Et Laetitia Meunier aussi, qui s'entraînait avec... qui s'entraînait à Paris avec Florian Carvalho. Et donc, l'année d'après, je rejouais mon titre à domicile. J'étais sur l'affiche. Donc, il faut savoir, j'avais 16-17 ans. J'étais au lycée à Vichy, au pôle espoir de Vichy. Il y avait ma tête
en grand format dans tous les bus de Vichy. Ah oui. Enfin ouais, dans tous les arrêts de bus de Vichy, dans toutes les pancartes. Ben après, tu verras. Et au lycée, ils te reconnaissaient? T'étais au lycée de Presles là? Ouais, j'étais au lycée de Presles. J'étais au lycée de Presles. J'étais dans une classe sport. Puisque le pôle espoir de Vichy, en fait, il a ouvert 1 an avant que j'entre au lycée. Ouais. Donc, du coup, c'était une chance, hein, parce que moi, à la base, c'était le lycée dans lequel je devais aller. C'était à 1,5 km, 2 km de chez moi. Ouais. Donc, dans tous les cas, ma meilleure amie, Laura O'Haro, de l'EAMIA, de Moulins, athlée, elle est venue. Mais du coup, on n'aurait jamais été dans le même lycée sinon, quoi. Ouais. Non, c'était vraiment trop bien. Et c'était Nicolas de Saint-Rémy qui nous entraînait à l'époque là. En fait, mon premier entraîneur, c'était François Peg. C'est mon premier entraîneur. Je l'ai rencontré, j'allais arrêter l'athlé, j'avais 12 ans. Pourquoi t'en avais marre? En fait, tu vois, on faisait que lancer, sauter et courir. Et en fait, mes parents, ils me disent, écoute, va voir, il y a un stade à côté de chez nous, on venait de déménager. Ils me disent, vas-y, on sait jamais, peut-être que le club d'athlétisme là-bas, il va te plaire. Du coup, j'arrive et là, je vois un entraîneur avec un short flottant, de la boue sur les jambes, un grand plot orange, il revenait d'une spé-cross ou je sais pas, François Peg. Et là, j'ai dit, oui, c'est ici en fait ma place. Et tu vois, j'allais m'entraîner 2 fois, c'était en minime, j'allais m'entraîner 2 fois, je faisais 20 minutes de footing et je dis n'importe quoi, 8 fois 300. Et le deuxième entraînement, c'était 45 minutes de footing. Mais aujourd'hui, quand je retourne dans mon stade de QC, donc c'est ma ville où mes parents vivent, je comprends pourquoi j'étais si forte au cross. Parce qu'en fait, on faisait les footings pendant 45 minutes autour sur tout le pourtour de l'intérieur du complexe sportif, et c'est de la terre grasse. Ouais. Donc en fait, au niveau de l'endurance musculaire, on était vraiment super bien entraînés. Et on faisait des spé-cross aussi dans ce parcours-là. Donc c'était un parcours très exigeant et en fait qui vraiment m'a formée musculairement, et ça a été que du plus. Mais du coup, donc j'ai eu François. Ensuite j'ai changé, je suis partie en pôle espoir, donc j'ai eu Nicolas de Saint-Rémy. Un groupe de copines, c'était super bien. Mais t'as un peu digressé. Tu parlais de toi placardé en gros au lycée. Les jeunes, ils te reconnaissaient là de ton lycée, ils te faisaient des remarques et tout? Avant ces fameux France? Oui, en fait, j'ai toujours été une figure de l'athlétisme local, régional, et même ensuite rapidement national, puisqu'en fait, j'ai gagné 4 fois de suite. 5 fois de suite les championnats de France de cross, puis ensuite je les ai regagnés. Je les ai gagnés dans toutes les catégories. Ma copine que tu as vue juste avant, enfin, elle te l'a pas dit, mais tu étais son idole par exemple. Ah. Non, mais c'est vrai. Mais on est de la même génération? Elle est de 91. Ah, ok. Ouais. Et oui, oui, du coup. Okay. Ouais, du coup, on a couru Vichy peut-être ensemble. Ouais, si oui, elle a couru. Ouais. Ouais. En fait, alors du coup, Vichy, le truc, c'est qu'il y avait France 3 Auvergne qui m'avait suivi, qui m'avait fait un reportage la semaine là. J'étais tenante du titre. Alors c'était à l'hippodrome, mais c'était quand même dans le centre omnisport dans lequel j'avais l'habitude de m'entraîner. Et puis j'étais quelqu'un en plus de quand même assez stressé de base par les compétitions, je le suis toujours. Donc du coup c'était un vrai exercice. Mes parents, je pense que cette semaine-là, ils ont vraiment casqué quoi. Ouais. Parce que je leur parlais super mal. Ah oui? Ah oui, c'était dur. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit topo parce que j'avais retrouvé l'affiche dans mon garage. Et du coup, j'avais fait, justement, c'est rigolo que tu me parles de ça, parce que j'avais fait tout un petit visuel sur ça, avec notamment ce que j'avais dit en fin de course. Et j'avais dit, je m'en souvenais plus, mais que j'étais partie dormir chez ma grand-mère tellement la pression était haute. Ah oui? Et en fait, dès le départ de la course, donc ça je m'en souviens très bien, c'était une grande ligne droite, j'étais devant. J'ai été devant toute la course, je me souviens de ma tension au niveau des épaules. J'avais les épaules qui me venaient toucher mes oreilles tellement j'étais tendue. Donc toute la course en tête. Et puis sur la dernière ligne droite, en fait, il y avait un juge arbitre et je m'en souviens encore de comment il m'avait montré le chemin et comment j'ai abordé le chemin. Il me montre en tendant le bras vers le bord du terrain de l'hippodrome. Et du coup, moi, je fais un angle droit. Ouais. Sauf qu'en fait, on pouvait en effet couper. Ah oui. Et Laetitia Meunier, qui était derrière moi, qui avait peut-être 50 mètres ou 60 mètres derrière moi, elle a coupé.
Elle a pris Et la corde, donc, elle t'a rattrapé. Voilà, elle s'est retrouvée une corde qui n'existait pas, mais en fait c'était ma faute aussi d'avoir fait vraiment enfin voilà, c'était la conjoncture de la course quoi. Et en fait au final il y avait une ligne droite qui durait peut-être 200 mètres. Donc moi j'étais à vue, je voyais pas ce qui se passait. Je courais en regardant droit devant, en me disant faut que je finisse comme ça, et sans savoir qu'elle revenait. Et arrivé à peine sur à 40 mètres de la ligne, je vois Laetitia qui passe en bombe, qui passe devant moi comme ça, et du coup je relance et je viens gagner en cassant sur la ligne. Ah ouais. Alors que j'ai fait toute la course en tête et que en fait la fin est improbable, mais c'est ce qui a fait la beauté de cette course. Ça rend la course encore plus belle. Et il y a une photo du coup en première page de la montagne, du journal de la région, de Montcassé en fait. Ouais. Il y avait le maire de la ville ce jour-là, enfin tu vois c'était l'hippodrome quoi, donc c'était vraiment, entre guillemets c'est pas qu'il fallait tenir le rang, mais j'ai tenu le rang en tout cas. Et ça t'a ouvert des portes ça, des sponsors et tout? Après en cadette, et puis tu vois avant aussi la notion de l'image, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Alors en fait mon premier sponsor c'était Nike. J'ai eu un magasin, il me semble, c'est il y a longtemps, hein, mais il me semble qu'il y avait un magasin à un moment qui m'avait donné une dotation ou quelque chose comme ça. Mais après, vraiment, le premier partenaire, c'était Nike. C'était en 2009, je dirais. Et en fait, c'était Philippe Raymond de Nevers qui leur avait soufflé que j'avais 19 ans à ce moment-là, qu'une espoir de l'athlétisme était auvergnate et que ce serait bien de pouvoir la suivre. Et il se trouve que, par hasard, moi, donc, j'ai intégré Nike à peu près à ce moment-là. Et mon conjoint, Samir, qui venait de commencer l'athlétisme, qui a un an de moins que moi, qui venait de commencer l'athlétisme et que j'ai rencontré au Fauges en 2006. Donc, moi, 2007, moi, j'avais 17 ans et lui, il avait 16 ans. Il avait fait deuxième au Fauges sur 800 mètres. Il avait intégré Nike. Il a intégré Nike en même temps, quasiment. En 2009, 2010, quasiment en même temps. Ça, intégrer Nike quand t'es jeune, ça doit être fou, non? T'as des Air Max. Oui, alors c'est vrai que tu vois, ça c'est pareil. En fait, c'est un peu bizarre parce que de même que par exemple, moi, je veux dire, mon premier voyage c'était aux États-Unis. On avait fait un échange avec la ville Vichy pour le sport. C'était des genres de Jeux Olympiques de la jeunesse. J'étais partie aux États-Unis, tu vois, à New York. Enfin, ça peut paraître ouf. Tous les voyages qu'on a fait, ça peut paraître ouf. Enfin, tu vois, les stages, les compétitions. Et en fait, c'est jamais quelque chose que j'ai vécu comme waouh, tu vois. Même quand j'ouvrais mes paquets, j'étais pas dans le waouh. Enfin, tu vois. Oui. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est pas que j'appréciais pas. Hein. Non, c'est que tu t'es motivé par autre chose, quoi. Mais en fait, c'est de même que tu vois, par exemple, des fois, il y en a qui verbalisent les choses en disant je rêve des Jeux Olympiques. Moi, j'ai jamais rêvé des Jeux Olympiques. C'était un objectif. Ouais. Tu vois, c'était de l'ordre de l'objectif. Ouais. Donc pas de l'ordre du rêve, tu vois. Et en fait, c'est pas que j'ai pas vécu l'athlétisme avec des étoiles dans les yeux, mais en fait, ça a tellement toujours fait partie de moi, la haute performance, le fait d'être première, le fait de, tu vois, que en fait, je l'ai intégré. C'était une suite logique presque. Ouais, et à la fois, en fait, c'est comme si mes yeux, ils filtraient. En fait, ils voient pas c'est comme ça, tu vois, il n'y a pas de... Et c'est marrant que tu parles de haute performance parce que moi je suis un geek, j'adore tout ça, mon métier de kiné et tout. Et toi c'est vrai que quand je vois sur tes photos Insta, à l'époque tu avais le Super Sapiens, je crois qu'en ce moment tu dors dans une tente hypoxie. Et t'adores ça, c'est toi ça? C'est ton coach qui aime tout ça? Alors en fait, par contre il y a une chose, c'est que moi alors, l'investissement, il a été progressif, mais très progressif en fonction des objectifs que je me suis fixés oui, clairement, parce qu'en fait, dès petite, je me fixais mes objectifs. Ouais. C'est-à-dire que dans les pôles, les entraîneurs, ils rendent acteurs l'athlète. Ils leur demandent,
Enfin, moi, mon entraîneur, en tout cas, il nous demandait qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu aimerais faire, quel chrono. En cadette, quel chrono tu viserais sur 1500, sur 800, quelle discipline tu aimerais faire, quel championnat, etc. Et en fait, il se trouve que, comme je te disais tout à l'heure, au départ, on poussait une championnat départemental, après, on augmentait le cross, championnat d'Europe de cross, ensuite, c'était championnat d'Europe sur piste. J'ai fait médailler de bronze au championnat d'Europe sur piste sur 5000 mètres. Ensuite, j'ai fait médailler sur le cross au championnat d'Europe espoir. Et ensuite, on est passé senior. Et du coup, après, il y avait d'autres compétitions. Et au début, je m'entraînais, en fait, aujourd'hui, les jeunes, ils s'entraînent énormément. Mais nous, moi, quand j'étais petite, je m'entraînais 2 fois en minime, 2 fois en cadette. Au pôle, on a commencé à s'entraîner 3 à 4 fois avec une séance de PPG. Ensuite, on a commencé jusqu'à ce que j'aille à Martigues. Même à Martigues, je m'entraînais. Quand j'étais à Clermont, je m'entraînais 4 fois, 5 fois semaine. Et pourtant, j'étais championne de France. Et je faisais des championnats d'Europe. Et tu sais pourquoi les entraîneurs, ils avaient cette mentalité à l'époque ? Alors en stage national, tu vois, par exemple, moi, Philippe Dupont, il m'avait dit, j'étais en cadette, il m'avait dit, t'es forte comme une junior, faut que tu t'entraînes comme une junior. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais c'est une hérésie, tu vois, mais en fait aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Mais je sais pas, en fait, on avait tendance à protéger, à fort protéger, et à la fois, c'était une façon de se dire, comme ça, on dure dans le temps, parce qu'on s'use pas, tu vois. C'est-à-dire même la muscu, je veux dire, on a commencé à faire de la muscu quand Samir il était à l'INSEP avec Bruno Gagère et qu'il l'a initié à la muscu et que du coup ça a été intégré aussi dans mon entraînement. En fait, au final, jusqu'à 2012, 2013, j'étais dans une pratique toujours en plus avec le double projet puisque j'ai fait mes études. J'ai fait une licence d'économie-gestion. Ensuite, j'ai intégré l'école de psychomotricité. Donc, j'ai été diplômée en 2007. Mais du coup, toujours sur ce double projet qui permet l'alignement, qui permet d'être équilibré, qui permet, quand on est blessé, d'aller de s'investir autrement sur autre chose, etc. Mais donc, du coup, au final, jusqu'à 2012, je faisais rarement du bi-quotidien, à part quand on était en stage à Font-Romeu. Et donc, à cette époque, pour te dire, même mon premier marathon, c'était les championnats d'Europe. Je me ravitaillais quasi pas. C'est-à-dire que l'alimentation, pour moi, c'était ceux qui savaient se ravitailler, c'était les marcheurs. Pascal Chira, avec l'équipe de France de marche, il les initiait à se ravitailler. J'en parlais avec ma copine Émilie Menuet, qui était internationale de marche à ce moment-là. Ils étaient habitués à se ravitailler. Les marathoniens, c'était à la one again. Tu te souviens, par exemple, aux Europes, ce que tu avais pris ? Oui, je m'en souviens, parce qu'en fait, au final, moi, je m'étais quasi pas ravitaillée pendant ma prépa. Comme je viens de la piste, j'avais des prépas avec peu de volume. C'était beaucoup de la qualité, grâce à ma qualité de pistard, de ma qualité musculaire, etc. Mais du coup, on était sur du bornage à 130, 140 kilomètres. Ouais, je pense que j'avais dû faire peut-être 170 dans ma meilleure semaine, quoi. Mais c'était 2018, c'était une autre époque. C'était il venait d'y avoir les chaussures. Les premières Carbone, elles venaient de chez Nike. Je les ai prises pour la première fois. On fait que des digressions, désolée. Pour ce marathon, du coup, pour les Europes ? La première fois que je les ai portées, c'était le 10 km de Langueux, où je bats le record de France. Je fais un 10 km. Et pardon, on digresse encore, mais tu avais vraiment senti un effet là au début ? Ah oui. Alors pour te dire, je revenais, j'ai eu mon enfant en mars 2017. En septembre 2017, Jean-François Pantier m'appelle et me dit: est-ce que tu veux faire les championnats du monde de semi-marathon en mars 2018? Je lui dis, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée de dire oui. Mais à la fois, et Samir, il me connaît pour ça, si je me confronte pas en compétition, en fait, je me mets pas dedans. Tu te motives pas, Et là, du coup, avec le stress, j'ai avancé avec cet objectif et j'ai repris les gammes et tout en septembre, 7 mois après la naissance de mon fils. Mais les fartleks et tout, c'était 7 mois après. Et j'ai arrêté d'allaiter à ce moment-là. J'ai arrêté en novembre. Mais donc du coup, je me mets l'objectif là. Le semi-marathon, je le fais avec des Streck LT. Tu vois, vraiment super fine.
Je fais 1h11 et quelques. Je fais 21e du championnat du monde. C'était à Valencia. Et j'ai passé 2 semaines avec les mollets hyper contractés. Ouais. Un truc de fou. En plus, avec la fraîcheur, tu sais, d'une année un peu off, enfin un peu de régénération. C'était ton premier semi, finalement. C'était mon premier semi, quasi ma première compète. Style, quelques semaines avant, j'avais fait les championnats de France de cross, j'avais fait 3e, j'avais mes règles. Puisque après mon fils, depuis mon premier fils, en fait, j'ai eu un cycle très régulier et du coup qui me handicape souvent quand c'est à l'approche des compètes ou dans la compète. Mais donc du coup, ce jour-là, j'avais retour de couche, le jour du cross. C'était en Bretagne, c'était à Ploué. J'avais fait 3e dans la boue. Oh, ça m'avait un peu vacciné des crosses, quoi. Et 2 semaines après, je fais les championnats du monde de semi, 1h11, 21e, première française. Je passe 2 semaines avec les mots, les laisse tomber. Puis ensuite, je pars sur la préparation printanière, quoi. Et je fais un 10 km en Angleterre avec, je pense que c'était encore les Strek. Et je fais 32-40, un truc comme ça. Et 2 ou 3 semaines après, je fais Langueux avec les carbones, les 4%. Je pars. J'avais fait un bon footing avant, tu vois, je sentais que j'avais les jambes ce jour-là, quoi. Je commence la course, je passe peut-être 3,04 ou 3,05 au 1000, tu vois. Je me dis, bon, allez, c'est bon, Clem, ça te fait toujours des secondes de gagner, c'est cool et tout. Sauf qu'après, ça continuait comme ça, tu vois, sur ma montre, des kilos en dessous de 3,10. Et je sentais que j'étais bien, quoi. Mais les chaussures, en plus, les 4%, elles avaient une semelle raide. Et pour moi, c'est ça qu'il me faut. En fait, c'est pas des semelles molles et tout. C'était vraiment, du coup, je le sentais que ça propulsait. Et d'ailleurs, au championnat d'Europe, donc ça, j'ai fini 31, je me souviens plus combien j'ai fait, 31-20, mon record de France. Non, j'allais dire une anecdote, mais c'est parce que c'est pas très cool. Tu peux, hein. Non, mais parce que je rigole, parce qu'en fait, quand on parlait des générations d'avant, tu sais, sur cette course, il y avait Mokhtar Ben Ari. Qui était en fin de carrière, tu vois. Mais du coup, je l'ai doublé dans la course. Et du coup, c'était dur avant de se faire doubler par une femme. En plus, c'était hard, quoi, tu vois. Parce que les chronos, il y avait quand même une différence. Aujourd'hui, quand tu vois des filles courir en 30 minutes, un homme qui court en 30 minutes, c'est juste super bien. Donc, voilà. Mais du coup, c'était ça, c'est ça l'anecdote. Je l'ai pas poussé à la retraite, hein, ne m'en voudra pas de le dire, on s'apprécie. Mais donc du coup, c'était vraiment super. Et au championnat d'Europe, je fais médaillée et j'étais invitée avec les 4% et j'étais invitée dans le grand hangar de Nike avec tous les représentants européens de la marque, etc., pour témoigner sur cette chaussure. Ouais. Et oui, clairement. Avec en plus la force musculaire et le pied des athlètes d'avant qui s'entraînaient sans cette nouvelle technologie, c'était encore un effet encore plus fort, quoi. Tu les as gardées les premières ? Ouais, j'en ai 4 paires. Au Kenya l'année dernière, quand je me suis entraînée quand j'ai repris en fait, quand je me suis entraînée pour reprendre, j'ai utilisé celle-ci. Ouais. Ah, tu les as pas mis dans une vitrine ? Non. Je suis pas comme ça. Mais non, je suis pas comme ça non plus. Okay. Franchement, j'ai dû encadrer une médaille. C'était celle des championnats d'Europe du 10 000. Et le cadre s'est cassé. Enfin, tu vois, mais le cadre s'est cassé. Il est au fin fond d'un truc. Je m'en fous pas. C'est précieux, tu vois, pour moi. Ouais. Mais c'est de passage aussi, tu vois. Ouais. Et pour en revenir à la technologie, aux data, alors t'aimes bien tout ça? Ah oui, alors voilà. Du coup, justement, à ce moment-là, en 2018, on n'avait pas de data. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je te disais, j'ai pas de ravito et tout. Le jour quelques jours avant la course, il y avait à ce moment-là, il y avait Johan Durand qui était en sélection, Benjamin Malati. Il y avait Jeff Pontier, donc c'était ça, on était là. Il y avait Denis Maillot aussi, il me semble, à ce moment-là. Et en fait, je les vois et ils parlaient qu'ils buvaient de la maltodextrine. Et moi, je me disais, ah putain, ils ont des boissons avec des trucs dedans. Enfin, tu vois, qui permettent de s'hydrater et de garder l'hydratation, quoi. Qui se préparent, en fait. Ils sont en train de se préparer. Et moi, je suis là, j'ai pas pensé.
Ouais. Et du coup, je dis à Jeff, je dis ouais, pour les boissons, du coup, d'efforts, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que je fais en fait? Parce que j'ai rien testé et à la fois, qu'est-ce que je fais? Il me dit de l'eau, du sel et du sucre. Et donc, du coup, j'ai pris les bouteilles Vittel qu'ils avaient proposées. J'ai mis de la ceinture et du miel. Et c'était mes ravitaux du marathon. Ah mais ok, sur le marathon, ouais. Ah oui. Et suite à ça, j'ai un rapport au ravitaillement qui est particulier parce que du coup, en 2019, je m'entraînais avec de la BCAA, tu sais, pendant toute ma prépa. Sauf que le jour de la course, c'était après la première suspension provisoire, donc je pars à Paris dans un climat un peu particulier, un peu, et donc je ne veux pas laisser mes gourdes sur les tables, tu vois, et prendre une gourde, non, c'était pas possible. Et par ailleurs, j'ai su que je courais la veille avant la course. Enfin, le vendredi à 22h, et puis ensuite, il s'est passé le samedi et je courais le dimanche. Donc, j'étais chez des amis et en fait, à 22h le samedi, j'appelle Samir, je lui dis « Mais Sam, en fait, j'ai rien. J'ai pas de ravito. J'ai rien. » Et du coup, il me ramène des Berocca, mais tu sais, pétillants là. Ouais. Des pastilles Berocca qui pétillent. Ouais. Donc en fait, moi je voulais, parce que pendant la prépa, j'avais pris des pâtes d'amande, Bjorg et tout, et ça passait. C'était bon, ça me convenait. Donc je disais, prends des pâtes d'amande ou quoi, mais à 22h, tout était fermé. Donc il avait trouvé qu'une pharmacie d'ouverte, il m'avait acheté des Berocca qui pétillent, roses là, à la pastèque. Donc bref, c'était juste pas possible. Et donc du coup, juste avant de partir, à 6h du mat, avant de partir au marathon de Paris, j'ai chopé, je l'ai déjà raconté, mais c'est ouf, 3 dates qui traînaient là, chez mes amis, et qui étaient périmées, je pense. Hein. Je les ai mis dans du papier alu, je les ai mis dans le short, et quand j'ai couru à Paris, je me suis dit, je prends l'eau des populaires, monde, voilà, de tout le monde. Et en fait, j'ai pris mon eau et tout. À un moment donné, dans la course, je prends ma date, je croque dans la date, bon, c'était pas ouf, le goût, mais ça allait. Mais par contre, le 37e, en fait, la table de ravito des élites, elle était sur la droite, et la table des populaires, elle était sur la gauche, mais en amont. Donc je ne l'ai pas vue. Donc j'ai loupé le ravito du 37. Et donc arrivé, du 35. Et arrivé au 37, du coup, je commençais à sentir mes muscles, tu vois, les quadris. Ça faisait comme, ça remontait en fait, comme si ça remontait un peu, un champ électrique qui remonte. Et là, je me dis, ah mince, Clem. Moi, j'étais sur le record de France. Je sais pas largement ou pas parce que je suis pas trop forte pour les chiffres, mais en tout cas, je sais que j'étais dessus et qu'il y avait la 3e qui était pas loin devant. Et j'avais le choix d'essayer d'aller la chercher. Et à la fois, je me disais, bon, t'as pas bu, t'as pas de ravito, donc assure ton record et pour la 3e place, c'est pas grave en fait. Aujourd'hui, ce sera pas grave. Et en fait, du coup, j'ai fini à l'équilibre la course avec de l'eau, quoi. Et je rebondis, juste Jeff Pontier, il n'y a pas longtemps en interview, il me disait que pour lui, ce qui a vraiment fait que les chronos ont explosé, c'est l'amélioration de la nutrition en course. Ah, tu vois, moi je te dis ça, c'était 2018, c'était Jeff. Et c'est pas bien vieux. Hein, et à ce moment-là, 2018, du coup, qu'est-ce qu'il y avait en ravito? C'était les petits boosts là, Isostar, hyper sucrés. Mais c'était pas démocratisé. De toute façon, la course à pied, elle n'était pas démocratisée autant. L'entraînement du marathon, les bornes, le double seuil, tout ça, c'est très nouveau. Et donc, du coup, moi, quand j'étais suspendue, en fait, au final, il y a eu toute cette transition-là, post-Covid, avec l'avènement de la chaussure, l'avènement de l'entraînement, l'avènement de la musculation. Parce que nous, pareil, Samir, c'était un pionnier, c'était un des entraîneurs français pionniers de faire de la musculation comme un coureur de piste, comme un coureur de 15 à des marathoniens. Ouais. Ah mais toi quand t'es revenu, l'athlète c'était un autre monde en 4 ans. C'était un autre monde. Oui. Mais tellement, en fait, moi, je regardais pas spécialement l'athlétisme quand je faisais ma vie, mais je voyais les performances. Mais je me disais, mais what? Moins de 2h15 pour les filles, c'était normal. Ça devenait, ça devenait un truc normal. Et en fait, oui, il y a eu la chaussure, il y a eu la nutrition, parce que même la BCAA en 2018, ça venait un peu de la récupération des coureurs de 800-1500, et au final, transposé sur le marathon, c'était super bien, enfin, tu vois. Mais c'était pas
démocratisé, pas du tout. Et ensuite, les gels, ils ont fait des gels avec hydro comme SIS et tout, donc beaucoup plus assimilables, qui peuvent faire double fonction. Mais c'est toi qui t'intéresses à toutes ces datas, alors, c'est toi qui aimes ça. du coup, à ce moment-là, quand on a repris, c'était la mode en fait. La data, c'était devenu la mode. Ouais. Les prises de lactate, c'est devenu la mode. Alors même que ça existe depuis les années 80, 1980, pas 2080. Non, mais enfin, du coup, ça existe depuis hyper longtemps. Et c'est des données qui ont été ultra regardées par les entraîneurs spécialistes. Et pourtant, aujourd'hui, maintenant, c'est hyper populaire. Ouais. Donc la data, ça s'est démocratisé avec les applis. Super Sapiens, c'est super simple en étant non professionnel de santé, au moins de regarder. Après, d'en faire quoi, je sais pas trop, mais en tout cas de regarder. Et ça t'a été utile, Super Sapiens? Donc ça n'existe plus. Hein. Ça n'existe plus, je sais même pas. Ah mince, j'ai deux capteurs que je peux utiliser. Ouais, ça n'existe plus. Non, je rigole. Non, en fait, du coup, quand j'ai repris, alors le truc c'est que moi, j'ai toujours une capacité à faire des super séances et du mal à les récupérer. Ouais. Du mal à les récupérer. Du moins, moi, tu vois, je suis sur 2 séances semaine depuis toujours. 3 séances, c'est trop pour moi. J'ai besoin de récupérer. Et sauf que du coup, on a exploré, tu vois, parce que quand j'ai eu mes grossesses, j'ai fait de l'hyperthyroïdie qui a été suivie, mais qui nécessitait pas un traitement. Enfin, tu vois, donc ça, c'est toujours au pile équilibre, mais pas du déséquilibre. Mais tu vois, le truc quand tu es sportif de haut niveau, du coup, finalement, ça peut être préjudiciable, mais à la fois, ça l'est pas vraiment. C'est comme l'asthme d'effort. J'ai toujours eu un asthme d'effort, mais qui était pas hyper fort, tu vois. Donc, en gros, à chaque fois, c'est ce truc à la limite de, mais à la fois qui peut générer de la contre-performance, mais bon. Et donc, la data, Samir, il est un entraîneur, donc forcément, c'est des données qui l'intéressent. Et jusqu'à présent, finalement, il n'y a que les tests VO2, tu vois, sur tapis, les tests d'effort, les choses comme ça. Et là, ça rendait accessible des données qui peuvent être intéressantes, notamment pour le marathon, et notamment, du coup, pour avoir un profil de comment se ravitailler. Ouais. Et au final, ça m'a vraiment aidée. Parce que moi, tu sais, le truc du détail plus détail, comme l'athlétisme, ça fait tellement partie de ma vie, c'est-à-dire que même quand j'ai fait, une fois j'avais fait championne régionale en Benjamin, sur l'autoroute on s'était arrêté, on avait mangé steak frites avec mes parents, quoi. Oui. Tu vois, on est petits, on s'en fout. Mais dans ma vie en général, ça a été comme ça. Ça me dérangeait pas la veille d'une course 10 km Paris-Centre, Nike Paris-Centre, on avait été allé manger une pizza, tu vois. Et ça me dérange pas, ça me déstabilise pas, tu vois, la nourriture. Mais après, voilà, parce que j'ai la chance aussi d'avoir un bon transit qui est pas mis à mal, voilà. Mais du coup, j'avais constaté, tu vois, que quand je suis fatiguée, ça peut m'arriver d'avoir des papillons devant les yeux quand je m'arrête pour refaire mon lacet ou tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, au final, je me suis rendu compte grâce au capteur que c'était parce que au bout de 4-5 km de course, j'ai une chute au niveau du sucre. Et en fait, au final, ça me fait une hypoglycémie. Une hypoglycémie que mon corps il doit amortir pour pouvoir redonner de l'effort. Donc tu fais quoi? Tu prends du sucre tout de suite? Du coup déjà il y a une chose, c'est que je petit-déj pas longtemps avant d'aller m'entraîner. Ouais. Tu vois, donc voilà. Depuis oui, je prends un pré-workout par exemple si c'est une séance. Tu vois, si c'est une séance. Ça me dérange pas de manger un morceau de banane avant de partir, tu vois, pour que le niveau de sucre il soit assez haut. Ouais. Et ensuite, par contre, maintenant, même pour faire des 20 km et tout, je pars avec un gel. Là, demain sur Semi, tu vas prendre un truc? Ah oui. Ouais. Même sur 10K. Sur 10K, je prends un gel entier. Avant? Non, au bout de 5 km, 4-5 km. Ah ouais, tu prends un gel. Ok. Ouais. Et donc demain sur Semi? Sur Semi, je vais prendre, j'aurai mon pré-workout avant la course. Ensuite, je vais prendre environ vers 5 un gel.
ou la moitié d'un gel. Et vers le 8, 9, 10, je vais prendre un gel caféine. Ok, et plus après? Si. Si. Après, je prends la fin du gel ou truc. Ah, mais alors sur marathon, tu prends un pique-nique alors là? Ben, tu vois quoi? Le truc sur marathon, justement, j'ai eu encore une mauvaise expérience des ravitaillements à Barcelone quand je fais mon premier marathon après ma reprise. Je laisse mes bouteilles la veille. J'avais quoi dans mes bouteilles? Je sais plus. Peut-être du Morten à l'époque? Non, non, moi j'aime bien SIS, j'aime pas trop. Bon, Morten, c'est pas que j'aime pas, mais elle est plus, elle est plus compacte, la pâte. Et je trouve que le SIS, du coup, il est plus léger. Non, mais dans l'eau, ben, je devais avoir, peut-être que j'avais Morten, une boisson d'effort Morten. Et en fait, mes bouteilles sont censées être sur les tables. Ouais. Première table, je ralentis tellement que limite je me suis arrêtée devant la table pour prendre ma bouteille. Bon, c'est pas grave. Je repars, j'ai fait 1 kilo à 4 minutes à cause de tout ça, tu vois, parce qu'en plus c'était une côte, le boire, bon bref. Ensuite, deuxième table, je le prends, troisième table, bref. Au 15e, pas de ravito. Ma bouteille, elle était cachée dans la boîte. Ouais. Au 20-25, c'est Samir qui est passé, qui a vu qu'il n'y avait pas ma bouteille, qui l'a mise. Tu vois, enfin, bref. Donc après, j'ai dit, écoute, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, au championnat d'Europe, quand Valentia, j'étais en autonomie, puisque j'avais pas de table avec les bidons et tout. Donc Valentia, j'avais mes gels dans ma brassière. J'en ai prévu plus que j'en ai utilisé. Hein. J'en prévois 1 par 5 km. Ouais, un moitié peut-être. J'en prévois 5, 6. Bon, t'as vu, je suis nulle pour les chiffres, donc je m'en souviens pas. Mais en gros, je prévois à peu près ça, à peu près un peu plus de la moitié pour un 5 km, on va dire. Mais par contre, aux Europes, du coup, j'ai fait pareil. Ouais. Et sauf qu'aux Europes, c'était Bruxelles-Liévin, le parcours, et c'était vallonné. Et en plus, j'arrivais affûtée. Parce que Valentia, je suis arrivée, c'était en décembre 2024. J'arrive, j'avais 3 mois de prépa dans les jambes. Tu vois, j'étais pas affûtée, quoi. Enfin, j'avais des réserves, quoi. Ce qui est bien, hein. Mais bon, voilà. Sauf qu'en avril, j'arrive plus fine, avec moins de réserve et tout. Et en plus, du coup, sur un parcours exigeant, vallonné, j'étais en chasse-patate du groupe de tête. Donc, du coup, toujours avec cette hargne d'aller les chercher. Je courais seule. Et avec l'alternance des descentes, par exemple en 3,17, des montées en 3,35, en fait, musculairement, c'était un effort d'un autre registre. Et quand j'ai fini, en fait, j'ai fait 4 km à 4 minutes 40. J'arrivais plus. Ah ouais? Les 4 derniers kilomètres, c'est-à-dire qu'à 5 km d'arrivée, je pense que j'avais 1 km d'avance sur Mélodie. Et à 600 mètres de la ligne, elle me passe et elle me prend 40 secondes. Et en fait, je pensais juste à finir la course. Ouais. Parce qu'il n'y avait plus rien, plus d'essence. Et en fait, Pascal Chira, qui est au fait de l'alimentation du sportif depuis déjà au moins une décennie, puisque du coup c'était le coach des marcheurs qui était très calé là-dessus, il me dit, mais en fait Clémence, tu t'es pas assez alimentée. Ouais. T'as pas eu ta dose de sucre nécessaire, suffisante. Donc tu vois, au final, ouais, il y a de quoi faire un pique-nique, mais en fait, même avec un pique-nique, c'était pas suffisant, tu vois. Ouais. Parce que ça dépend vraiment de l'effort, ça dépend de la chaleur, ça dépend de plein de trucs. Et tu parlais des Europes où tu étais affûtée. Ouais, moi, je pense que je t'ai vu t'échauffer au championnat de France à Saint-Tropez. Ça devait être juste avant, juste après. Et ouais, tu étais vraiment affûtée là. Je crois que tu gagnes pas, ça doit être Bouchard qui gagne là au sprint. Ouais, c'est Marie. Ouais, mais c'est pareil. Je me souviens, je t'avais vu, ouais, t'étais. J'étais en pleine prépa. Ouais. C'était en mars. Ouais, ça devait être fin mars. Ouais, ouais, c'était en mars et du coup, les Europes, c'était en avril. Et ouais, c'est pareil. Le 10K, bon, c'était un autre souvenir. Mais c'est vrai que c'était mon premier championnat de France depuis 2018. Ouais. J'avais pas prévu de courir un championnat de France. Pas du tout. Et en fait, encore une fois, c'est Samir qui m'a dit, ce serait cool, ce serait bien et tout. Et là, c'est vraiment, faut prendre mon courage à deux mains, tu vois. Ouais.
Et Pourquoi? Parce que tu as du stress? bah ouais, je suis quelqu'un de stressé par la compète et puis en plus c'est chez soi, dans son pays, c'est pas comme tu vois, je veux dire quand je viens courir ici, je me mets pas, j'ai pas de pression, enfin tu vois. Est-ce que tu veux dire que c'est le milieu fédéral maintenant qui Non, pas fédéral, non, pas spécialement c'est pas ça. fédéral, mais la confrontation directe avec ok, c'est ça, ouais. voilà. Et puis tu vois, moi j'ai toujours gagné championnat de France et tout, et il y a eu une vraie transition Ouais. en quelques années, et il y a eu une densité aussi qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Nous avant, en 33 minutes, en 32-30, 33 minutes, on gagnait toutes les courses. Et oui. Sur 10K, il devait y avoir 4-5 filles, et ça tournait toujours avec les mêmes filles. C'était tout. Et puis moi, je suis de 90, je suis de 1990, mais les filles avec qui je courais, c'était principalement des filles de 1975, 76, 80. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi, je fais partie de cette génération-là qui avait arrêté quand j'ai repris. Ouais. Donc je me suis retrouvée avec des filles en fait finalement qui étaient plus de ma génération en termes d'âge, puisque c'était des 95, 96, 98. Mais du coup, c'était pas la même mentalité ni. Sans jugement du tout, parce que je les trouve super. Ça n'a pas de rapport. Mais je veux dire, même dans l'expérience, dans la façon de courir, même, et la densité. Oui, on va plutôt. dans une course à 10 km de Paris, tu te fais doubler par 15 filles, tu comprends rien, quoi. Puis tu vois, les gens, tu les connais pas, on les connaît pas. Enfin, tu sais, c'est vraiment particulier. Ce statut de, l'hyper favori de toutes les courses, sur des courses où il y a 4-5 filles avec qui ça va se jouer, et puis, être une parmi tant, parce qu'en fait, on se connaît plus finalement, tu vois, il y a beaucoup de noms, beaucoup de trucs, ça change. Et puis, j'y suis allée quand même. Au final, j'étais super fière de moi, de comment j'ai réussi aux 10 km à Cogolin, de comment j'ai réussi à gérer la course, à prendre les devants au bon moment, etc. J'arrive à 800 mètres de la course, à 800 mètres de l'arrivée, il y avait une côte. Bon, c'est pas mon fort les côtes, mais ça va le devenir un jour. Mais du coup, j'avais peut-être 80 mètres d'avance, 100 mètres d'avance, 80 mètres. Ouais. Et d'ailleurs, Samir, il m'a dit, quand je t'ai vu regarder droit devant, sans te retourner, que je t'ai dit tu as 80 mètres, j'ai regretté aussitôt. Parce que je savais que tu allais aller droit devant, sans te retourner et dans ta bulle. Tu sais quoi? J'ai entendu personne dire ni allez Clémence, ni allez Marie, ni elle revient, ni vas-y tu vas la manger. Rien. Ni des... C'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui aurait pu donner une information que j'entende, qui me fasse, pas forcément à moi, mais même pour encourager Marie, qui me fasse me retourner et me dire, en fait, elle arrive. Non, Ouais. Moi, j'ai une bulle opaque, hors du temps, hors du son. J'arrive en haut de la pente, je tourne. Il y avait un virage gauche. Il y avait un virage qui descendait. Il restait 50 mètres après ce virage. Ouais, peut-être 100 mètres. Elle me 50. passe à la corde, Ouais. à ce virage-là. Et moi, en fait, j'étais dans un train de je finis. Tu vois, j'étais pas dans le truc, je me retourne. Oh, mais pourquoi? Je me dis, mais pourquoi je me suis pas retournée? Parce que si je la vois, Oui. je relance. Et en fait, tellement à l'arrivée, je me disais, en fait, c'est que j'avais pas assez de force pour gagner. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est que j'étais complètement dans l'inertie totale. Une fois que tu l'as à ton niveau, elle est déjà lancée, c'est fini. Elle est quoi. déjà lancée. Et moi, du coup, j'ai essayé de relancer. Mais en fait, Ouais, c'est fini, voilà, c'est c'est trop tard. passé. Et du coup, c'était un bon exercice quand même. Mais Et pour info, moi je me souviens de toi, c'était peut-être ta première course, je me souviens que je t'avais doublé à Marseille-Cassier en haut de la Gineste. Et je Ouais. me dis putain, mais c'est qui cette fille qui est encore là? Et en fait, c'était toi. C'était, avec un 2002. même article. Je pense que c'était ta première course après ta suspension. Ah quand tu oui, gagnes. ok, parce qu'avec Parce- maillot de Martigues, ouais. Parce que même le maillot, je le connaissais pas. Je me suis dit putain, mais c'est qui cette blanche qui est là? Je me suis- Et c'était ta première course, ça? Marseille C'était Cassier pas ou ma pas première course. Non, c'était pas ma première course. J'avais fait Barcelone. Non, j'avais fait 10 km de Nice. Ok. C'était ma première course, le 10 km de Nice, 32,53, je crois. Ensuite, j'avais fait. Du coup, j'avais mis des chaussures carbone, mais un des premiers modèles. Hein, c'était les Next pour 100. Ouais. Tu vois, le deuxième Next. Ouais. Voilà. Ensuite, j'avais fait Barcelone. Ouais. Tu fais quoi? 2,31, 2,32? Ouais. Barcelone? Ouais. Ouais. C'était un long chemin de croix parce que les chaussures, en fait, pendant ma prépa, j'avais pris des Vaporfly. C'était super bien, j'ai super ressenti. Le jour de la course, je mets une nouvelle paire, quoi.
Au bout de 20 km, j'avais les voûtes plantaires qui commençaient à se contracturer, ensuite les ischios. Et je pense qu'en fait, comme c'était une paire que j'avais achetée en outlet, le stock, il avait dû être mal fait. Et on m'a dit plus tard que des fois, la plaque carbone, elle se déforme si c'est trop dans des variations de température. Ouais. Et en fait, je pense qu'il devait y avoir un défaut sur les chaussures parce que elles m'ont jamais spécialement... J'ai jamais trouvé spécialement qu'il y avait du renvoi. Et en plus, elles ont été délétères, tu vois. Donc, bon, j'étais pas fou. Mais bon, j'ai 2h31, c'est pas grave. J'ai passé la ligne pour mes enfants, pour me dire que de toute façon, j'avais pas fait toutes ces semaines d'entraînement pour rien, tu vois. Puis il fallait bien en faire une. Et là, tu visais les minima olympiques ou pas du tout? Non, tu sais Oui. pas. Ouais, plus ou moins. Je visais, oui, en tout cas, oui, je visais autour des 2h24, dans le sens où déjà, j'avais fait des très bonnes sorties. En fait, autant, du coup, tu disais, est-ce que je continue de m'entraîner? Je m'entraînais pas en tant que telle, dans le sens où, oui, parfois, je faisais des footings à 14, 15 à l'heure. Mais c'est normal, en fait, parce que c'est... C'est pas dur pour toi, quoi. Ouais. Ben oui, voilà, c'est ça. C'était du footing à allure dérivée. Et puis, voilà, ça faisait des allures comme ça. Mais j'avais pas... Après, j'avais 2 enfants. 2 enfants à porter en squat. Quand tu les prends par terre et que tu montes, en fait, tu as 40 kilos, quoi, tu vois. Voilà, je veux dire... c'était de l'entretien. Mais par contre, quand j'ai commencé à m'entraîner... Et je me suis remerciée, j'ai remercié mon corps de me redonner cette capacité à y aller parce que j'ai tout de suite fait des allures qui étaient super intéressantes. Et après, je pense que c'était c'était l'entraînement. Et la compète, c'est autre chose aussi, tu vois. Ouais. D'un point de vue psychique, au-delà du mental, ce que ça représente, c'était autre chose. Mais en tout cas, j'avais fait un bon travail, mais maintenant je sais que c'était pas suffisant, même musculairement. J'avais pas pris le temps du tout de me repréparer. J'étais allée direct sur les bornes, et c'était la mode aussi. Ouais. Quand j'ai repris, c'était aussi la mode de faire vachement de bornes. Et moi, j'étais là. Du coup, je suis partie sur une prépa borne, alors qu'à la base, ma qualité, c'est une prépa muscu, endurance musculaire, développer la tonicité, la force, et rajouter des bornes de qualité. Tu disais pour les Europes de marathon, tu faisais 130, 140. Là, par exemple, pour le marathon de Valence, c'était quoi tes semaines? Marathon de Valence, non. Marathon de Valence, j'avais une douleur plantaire. Donc, en fait, mes 2 sorties, ça a été le 24 Paris et mon premier marathon, c'était Barcelone. Donc, le premier marathon, là, j'étais partie sur du 200 bornes. Hein. J'ai fait mon record de fou. J'étais au Kenya. Bon, le Kenya, ça se prête trop aux bornes aussi. Et puis, c'était la première fois que je m'extrayais du foyer, donc que j'étais seule, alors même que je gérais un foyer de 4 personnes, à 24, quoi, avec 2 enfants en bas âge. J'allaitais mon fils. Je l'ai allaité jusqu'à 3 ans, un peu plus que 3 ans. Donc, en soi, je vais arrêter aussi l'allaitement. Donc, si tu veux... C'est une question bête, mais ça te pompe de l'énergie, tu le sens, l'allaitement et tout? Ouais. En fait, quand on n'est pas sportif, ça change pas. Mais finalement, les meilleurs nutriments, ils vont au bébé. Ouais, ok. Donc voilà. Après, c'est vrai que finalement, ça m'a permis de reprendre, délesté de beaucoup de choses qui ont fait que mon énergie, elle s'est concentrée sur l'entraînement. Donc, j'ai atteint des kilométrages assez importants. Et t'y es revenu, tu t'es dit c'est peut-être un peu trop après. Du coup, j'ai fait ça pour Barcelone. Ensuite, c'est pas que j'ai décompensé, mais enfin, tu vois, je me suis toujours occupée de mes enfants. D'un coup, pendant 3 mois, ils deviennent secondaires. Donc, quand j'ai passé mon objectif marathon, c'était tout pour eux, quoi. Tout pour eux. Ouais. Donc, l'été, j'ai essayé de faire une saison sur piste. Ça a été compliqué, puis la chaleur à gérer. Et en fait, finalement, il y avait trop de contraintes par rapport aux enjeux, aux gains que je pouvais en retirer de tout ça, puisque finalement, il n'y avait pas de sélection, il n'y avait pas de truc. Et puis l'été, c'est la période des enfants, c'est les activités des enfants, la plage. Attends, mais parce que l'athlète en vit aujourd'hui? Alors à ce moment-là, du coup, au moment où j'ai repris, j'ai démissionné de mon travail. Ouais. Puisque j'étais psychomotricienne à l'hôpital de jour, je te disais. Donc j'ai démissionné pour reprendre l'athlé. Donc en décembre 2023, j'ai repris sans revenu. Et du coup, j'ai été obligée de faire des courses quand même. Marseille, Cassis, machin et Alors, tout, tu gagnes un peu d'argent. Oui, au départ, en fait, c'était Langueux. Ouais. Langueux, avec Michel, qui m'a appelée dès le mois de janvier pour me dire « je veux que tu viennes courir ». Ouais. Et c'était super bien parce qu'en fait, j'avais fait le record de France là-bas.
Et il m'a appelé et en fait, finalement, il m'a permis de tenir mon été. C'est-à-dire qu'il m'a permis d'avoir un objectif l'été. Il a tellement insisté, je l'en remercie, il a tellement insisté pour que je vienne courir que du coup, c'est quelque chose qui est devenu précieux pour moi. D'honorer cette proposition-là. Donc là, par exemple, c'est des gains, tu vois, mais du coup, ça a fait que cet été-là, j'ai couru pour gagner 300 € là, 400 € là, tu vois, histoire d'avoir un revenu minimum pour et là, à Lisbonne, tu as une prime d'engagement, par exemple? Non. Non? Non, pas à Lisbonne. Et si tu finis l'année première, j'imagine que tu es primé. Oui, il y a des grilles de primes, il y a des grilles de primes. Après, il y a une grosse concurrence, mais c'est pareil. Avant l'athlétisme, on rentrait dans les grilles de primes assez facilement. Aujourd'hui, avec la densité, c'est plus aléatoire, tu vois. Mais donc, du coup, j'ai fait l'été là. L'été, il y avait Langueux. Après, il y a eu les courses de début de saison. Du coup, Valentia, je l'ai fait dans la foulée. Et ensuite, je préparais initialement Rotterdam. Et finalement, Pascal Chira m'appelle pour la sélection au championnat d'Europe, puisque j'avais fait les minima à Valentia sans le savoir. Puisque je visais rien, en fait. À Valentia, je visais de courir. Et du coup, en fait, il m'a dit, tu peux être sélectionnée, est-ce que ça te dit, etc. J'ai réfléchi. Et puis, en fait, après, ça me tenait à cœur, même pour mes enfants, tu vois, de me dire, l'équipe de France et tout. Et en fait, au final, moi, je fais 11e jusqu'à ce que j'ai plus rien dans les jambes à 4 km de l'arrivée. J'étais 7-8, tu vois. Donc, c'était déjà un beau résultat. Mais ceci dit, c'est là que j'en suis revenue des bornes, justement. Parce qu'en fait, les bornes, c'est quelque chose qui est cool, de faire des bornes, ça amène à progresser. Mais moi, ma qualité, c'est la qualité musculaire. Et en fait, tout le travail de borne, il m'a empêché de le faire parce que j'avais plus d'énergie pour le faire. Donc, du coup, après les Europes, l'été, il a été difficile. Par contre, l'été 2025, j'ai pas fait de saison de piste. J'ai fait que le 1500 pour mon club. Et Langueux, ça a été difficile parce qu'en fait, j'ai eu le déménagement. On a déménagé. Enfin, la vie, en fait, elle a été énergivore. Et du coup, j'arrivais plus à être constante dans l'entraînement. Jusqu'au mois d'août, où on était à Font-Romeu, comme chaque année, mes enfants, ils vont au centre aéré. Là, j'ai retrouvé un rythme un petit peu. Septembre, octobre, je me suis remis le pied à l'étrier. On a reposé aussi à la maison les limites, l'équilibre, le temps que je dois m'accorder, que je dois accorder pour moi. Parce que par ailleurs aussi, on a une association d'inclusion sociale par le sport, donc qu'on développait. Et du coup, l'été, elle m'a demandé énormément d'énergie. Et en fait, je dis, moi, ma priorité aujourd'hui, j'ai 35 ans, c'est mes enfants et l'athlétisme. Et s'il vient s'ajouter quelque chose, ça déséquilibre un des deux. T'as plus de place, Et comme j'ai pas envie de déséquilibrer mes enfants, c'est l'athlétisme qui en pâtit. Et du coup, je peux cibler sur l'année 4, 5 mois, 6 mois, où, je fais que athlète enfant, mais sans culpabiliser. Donc, je veux pas qu'on vienne me mettre la pression pour d'autres choses, tu vois. Et donc, du coup, en octobre, j'ai vraiment posé ce cadre-là. Que oui, moi, je veux être disponible pour moi, donc pour mon sport et mes enfants, et pas être interférée par autre chose, en fait. J'ai besoin de cette énergie-là pour que ce soit bon. Et en fait, j'ai la chance d'avoir pu le faire, tu demandais, parce que mon club m'a fait un contrat, un contrat d'apprentissage, et donc je suis en formation à nouveau, je vais rajouter une corde à mon arc, de community manager en ligne, une formation en ligne de community manager. Donc en apprentissage avec mon club, donc je m'occupe de tout ce qui est la com autour des événements que propose le club. Et du coup c'est en ligne, donc c'est à mon rythme, mais ça me confère un salaire qui m'évite d'aller par exemple un week-end en région parisienne pour faire une course pour gagner 300, 400 €. Et en fait c'est toute cette énergie-là, cette énergie mentale notamment, que je peux laisser sur mon foyer et mes enfants. Et c'est de là que j'ai trouvé vraiment un équilibre qui me convient, tu vois. T'estimes que c'est quoi ta distance où t'es la plus forte? Marathon. Marathon, tu penses? Ouais, je suis marathonienne, vraiment. Et je me rends compte en plus sur le 10K,
Bon, je sais pas, c'est pas forcément l'âge parce qu'il y a des athlètes à 32, 33, 34 ans qui ont fait 30 minutes, des européennes, qui ont continué de progresser et tout. Mais je me rends compte que c'est un investissement mental dans lequel il faut toujours que je pousse. Tu vois, je peux pas me reposer. Tu te vois battre ton record 31-20, tu peux les battre? Sur le 10K, je sais pas. Il faut pas se mettre de limites, tu vois. Ouais. Je veux dire, là, ça fait depuis. Alors, bon, je te dirai après, parce que sinon je me perds. Mais par contre, sur le semi, j'ai 1h09, je sais pas combien, 1h09 40 ou un truc. Voilà. Ouais. Ça, je pense que j'ai plus de marge. Ouais, plus de marge pour y aller. Parce que du coup, au niveau de la résistance, je vais être dans la durée de l'effort, je vais être capable d'atteindre un niveau. Alors que sur le 10K, je vais être un peu bridée, tu vois, d'autant que je fais plus du tout de travail de SP 15 et 5000, quoi. Et comme tu dis, quand tu fais après de l'allure semi-marathon, c'est dur d'aller se faire mal sur 10 boards quand même. Tu te rends compte que c'est dur l'allure. En fait, ça secoue. Ouais. Tu vois, parce que je veux dire, moi, 2016, avant d'aller sur le marathon, je faisais assez facile. Déjà, je courais avec les pointes. Ouais. Et les pointes, c'est un super exercice musculaire et de pied qui renforce. Et qui, du coup, quand on a des chaussures carbone, vient vraiment donner la plus-value. Mais du coup, tout ça, bah voilà, je veux dire, je ne l'ai pas du tout fait. Enfin, évidemment que non, quoi. Je veux dire, mais du coup, je faisais assez facilement des 10 fois 1000, récup 1 en 3-6 jusqu'à 3 minutes. Tu vois, c'était quelque chose avec les pointes que j'enchaînais comme ça. Maintenant, mentalement, déjà, j'y vais avec. En fait, c'est pas que j'ai pas envie, mais tu vois, j'y vais avec le truc de la boule au ventre, un peu de me dire. Alors que les seuils, partir sur du 3,20 même pendant 16 bornes, tu vois, sur la piste, enfin, je veux dire, j'y vais les doigts dans le nez, entre guillemets, dans le sens, je peux m'occuper de mes enfants pendant 3 heures avant et y aller l'esprit tranquille. Alors que les séances P10, j'y vais. Oh mon Dieu, alors même qu'il y en a que 7 ou 8 ou 9, enfin, tu vois, le volume n'est pas le même, mais ouais, l'engagement, il faut y aller, quoi. Et ton objectif, là, à moyen terme, c'est quoi sur marathon? Alors, du coup, c'est vrai que ça fait plusieurs prépas que je fais des entraînements qui correspondent à ce que je pouvais envisager, tu vois, autour des 2,22, 2,23. Donc déjà, il y a cet objectif-là, on va dire. Et puis, depuis janvier, donc depuis, tu vois, quand on parle du détail plus détail, ok, il y a la data et tout, mais ça dépend ce qu'on en fait. Et si on n'en fait rien, c'est bien beau d'avoir les données, mais dans tous les cas, si l'engagement mental, il n'est pas prêt à être mis, c'est bien, mais voilà. Ouais. Et moi, tu vois, tout ce qui est nutrition et tout, c'est vrai que ça fait partie de mon quotidien, de manger correctement, mais pendant 4 ans, on s'est quand même envoyé beaucoup de pizzas, beaucoup de... Tu vois, on faisait pas... Je veux dire, moi, avant, je faisais tout cuisson vapeur. Je faisais mon pain à la maison. Samir, il mangeait sans gluten. Donc, on faisait tous les matins des galettes au sarrasin. Enfin, tu vois, on avait vraiment une bonne alimentation. Et puis, avec les enfants, les goûters à la maison, les sorties, la vie sociale, etc., voilà, on a fait notre vie normale, mais du coup, beaucoup moins en qualité. Et quand j'ai recommencé à faire des légumes, déjà, c'était à ma reprise, en 2024. À essayer de prendre le temps de cuisiner, etc. À racheter des graines, tu vois. Alors pour les gens lambda, on continue de bien manger pendant tout ce temps. Mais pour nous, en fait, au final, non. Je veux dire, les lentilles, nous, on a toujours mangé les lentilles, mais sans sauce, sans graisse, sans truc. Enfin, tu vois, c'est pas question des graisses, il y a des bonnes graisses et tout, mais dans le sens, on était précautionneux. Tu faisais gaffe, quoi. Ouais. Mais en fait, en le vivant bien, sans que ce soit une contrainte. Mais du coup, en ayant une vie ordinaire par rapport à ça, déjà, de remettre le pied à quelque chose de plus... un meilleur régime alimentaire, déjà, c'était un détail du détail que j'étais pas forcément prête à mettre en place. Je l'ai mis en place pour les championnats d'Europe l'année dernière, sachant que j'étais au Kenya. Donc du coup, j'avais pas toutes les petites envies qu'il y a chez moi, quoi. Et là, en fait, au final, ça fait vraiment, tu vois, 2 mois, on va dire, 2-3 mois, que j'arrive à resystématiser le fait de cuisiner moi-même, de cuisiner des légumes, de cuisiner à vapeur,
de manger des assiettes super équilibrées, d'acheter beaucoup de légumes, des protéines et tout. Donc déjà il y a ça, il y a la complémentation aussi que j'ai ciblé plus mes besoins, tu vois, et donc du coup j'ai amélioré. Et puis il y a le temps que j'accorde à la qualité du travail plus qu'à la quantité et à la récup. Je me suis enlevé une culpabilité folle. En fait avant, à peine j'avais fini l'entraînement, je rentrais, je me douchais, je disais allez les enfants, on s'en va, on va à tel parc, on va à tel truc. Maintenant, je m'accorde la possibilité de m'allonger 1 heure. Et tant pis si mes enfants ils sont en train de jouer dans leur chambre ou de faire un truc plutôt que d'être au parc en train de s'éclater avec leurs copains, tu vois. Tu parles beaucoup, je vais le résumer en 2 mots. En fait, ce que tu dis, c'est que là, depuis peu, tu t'es remis en mode, quoi. En mode pro, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que tu as un objectif, que tu as des ambitions à un moment, en mode pro et en ciblant plus les besoins spécifiques. Ouais. Parce que pareil, toi, t'es kiné. Sur la kiné préventive, c'est pas quelque chose qui était très démocratisé avant non plus. Dans le sens où avant, on allait chez le kiné, c'était pour un soin, un massage, un écart, n'importe. Mais maintenant, il y a de plus en plus de kinés qui travaillent sur la kiné préventive avec des exos. Et en fait, moi, à la base, quand j'allais chez le kiné, je me disais, en fait, moi, je perds plus de temps à aller chez le kiné, à passer 20 minutes à attendre, à avoir mon soin, à repartir, que d'être allongée chez moi ou de me masser toute seule ou de faire truc. Alors que là, depuis octobre, du coup, j'ai changé de kiné. Enfin, j'ai changé de kiné, non, je suis allée chez le kiné parce que j'avais une douleur qui commençait à tu vois, sur le pied, une douleur récurrente. C'était la 2e fois en 2 ans que ça revenait, ça s'installait. Donc du coup, je me suis dit, j'ai 35 ans, j'ai pas envie que des douleurs se répercutent sur ma vie en fait. Ouais. Parce que c'est dommage d'être handicapée à cause d'une pratique sportive pour la vie. Donc je me suis dit, je vais aller traiter mon pied. Et en fait, au final, je suis tombée sur un kiné qui fait de la kiné préventive. Et en janvier, on a vraiment commencé à travailler. Et en fait, j'ai gagné en confort musculaire, en confort articulaire, tendineux. J'ai pas de douleur. Mais c'est parce que j'ai fait... Ce que je lui disais, c'est on a l'habitude de porter des poids, de faire de la muscu lourde et tout. Et au final, à poids du corps et en conscience, on obtient beaucoup de résultats aussi. Mais pour claquer ces 2h23 dont tu parles, tu as une échéance à court terme? Tu en as une en tête ou... Non, j'aimerais... Non, j'ai pas d'échéance. Tu t'es pas dit la Valence 2026? Non, je suis pas pressée. Après, c'est vrai que, tu penses qu'on peut faire un chrono à 40 ans sur marathon? T'as 35 ans. Christelle Donné, je pense qu'elle avait 41 ans quand elle a fait championne d'Europe. Mais même chez les hommes, là récemment, t'en as qui battent le record à 40 ans. 2h05, Barcelone, il y avait le TADC. Ouais. Mais bon, même si on parle d'avant, Christelle, elle avait 41 ans quand elle a fait championne d'Europe, 40 ans quand elle a fait championne d'Europe sur marathon. Et je pense que c'est 2h24, son record, elle l'a fait dans ces eaux-là. Hein. Ouais. Après, moi, j'aimerais me dire qu'en 2028, si je fais les Jeux Olympiques, ce serait la fin de ma carrière, tu vois. Mais, il y a de la concurrence sur marathon en France. Ouais, il y a de la concurrence. Ouais. Du coup, voilà, après... C'était qui ton idole jeune? J'ai jamais eu vraiment d'idole. Paula Radcliffe, Christelle Donné, j'avais Marie-Josée Pérec, un petit poster, tu sais, de l'équipe dans ma chambre. Mais après, tu vois, même là, si tu me demandes les noms des meilleurs coureurs du monde, je les connais pas. Ah ouais. À part Eliud Kipchoge, enfin, tu vois, mais en plus, je risquerais de casser les noms de d'autres, donc je préfère pas les dire. Ouh, mais je l'avais pas eu, ça fait un moment qu'on parle. J'ai 2 questions pour finir. Une que je pose à tout le monde. Quelle est pour toi la distance la plus dure en athlée? Celle qu'on n'aime pas. Ouais, et c'est quoi? Celle que... Tu parlais de 10K tout à l'heure, toi, mais pour toi? Ah, pour moi... je pense que toutes les épreuves de demi-fond sont un exercice particulier. Et puis, non, j'ai pas vraiment... Il n'y en a pas une que tu redoutes plus que l'autre? Non. Non, non, parce que même le 10K, si tu veux, ok, c'est dur, mais ça dure pas longtemps.
Ouais. Donc voilà, et puis le marathon, ça dure longtemps, ça peut être dur comme ça peut... Si T'as t'es bien jamais préparé. pris un gros mur, toi, sur le marathon? Bah si, je l'ai pris au championnat d'Europe, mais en fait, ça a duré que 4 km. Ah, mais c'était... je croyais de semi, ok, non, de marathon. Non, c'était de marathon, c'était ok. les 4 derniers kilomètres. Ben voilà, mais après, en fait, on oublie vite. Tu sais, toutes les douleurs, on finit par les oublier. Enfin, non, je suis comme ça. Même l'accouchement, c'est douloureux, mais après, ça passe, tout passe. Et une dernière question un peu plus profonde. Dans les moments durs, souvent, on dit que c'est là qu'on voit ses vrais amis, ou plutôt ses faux qui partent. Toi, est-ce qu'il y a une personne vraiment que tu tiens à remercier, qui vraiment était toujours là? Ou pas? J'ai la chance de pas m'entourer d'énormément de personnes. Donc j'ai été déçue de personne en réalité. C'est bien. Ouais, dans la vie en général. Et on est très entouré on a un grand groupe d'amis, enfin on a un gros groupe d'amis très proches. Ma famille aussi. Donc si je dirais une personne, une constante, forcément c'est Samir, mon conjoint, puisque voilà, c'est ma constante dans ma vie. Mais après, d'une façon générale, tous ceux qui, mes amis et ma famille. T'as jamais lâché? Non. Bon. Non. T'as rien à ajouter? Non, merci. C'était hyper intéressant, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir parlé et bonne course pour demain, parce qu'on est la veille de Lisbonne, on l'a pas précisé. Et ouais, toi aussi, qu'on revient. Bon, merci beaucoup. On se croisera peut-être en bas du pont. Ouais, ça marche. Merci Clémence. Merci Pierre. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.